Les États-Unis sont l'un des meilleurs terrains pour comprendre la question environnementale, parce qu'ils condensent presque toutes les tensions du thème. Ils sont un pays de grands espaces et de grands parcs nationaux. Un pays où la nature sauvage, la wilderness, occupe une place immense dans l'imaginaire national. Un pays qui a inventé très tôt des formes puissantes de protection de la nature. Mais ils sont aussi un pays de conquête territoriale, d'extraction de pétrole, de charbon, de gaz, d'automobiles, de banlieues étalées, de consommation de masse. Un pays dont la puissance s'est construite sur l'exploitation intense des ressources, un pays qui reste au cœur de l'économie fossile mondiale. Ils sont un pays d'innovation environnementale, de grandes universités, d'ONG puissantes, d'États fédérés très actifs comme la Californie, mais ils sont aussi un pays de forte division politique, où l'environnement est devenu un marqueur partisan, un sujet de conflit entre États fédéraux et États fédérés, entre industrie fossile et mouvements écologistes, entre diplomatie climatique et souverainisme énergétique. Les États-Unis ne sont donc ni simplement un modèle, ni simplement un contre-modèle. Ils sont un laboratoire de contradictions. Pour comprendre cela, il faut partir de l'histoire américaine. L'environnement américain est d'abord pensé dans le cadre de la conquête. Pour les colons européens, puis pour l'État américain, le territoire est immense, riche, à occuper, à cultiver, à exploiter. La conquête de l'Ouest repose sur une représentation forte, celle d'un espace disponible, ouvert, offert à l'expansion. Cette représentation efface largement la présence et les droits des peuples autochtones, qui habitaient et géraient ces milieux bien avant l'arrivée des colons. La nature est alors associée à la frontière. Elle est ce que l'on traverse, ce que l'on défriche, ce que l'on transforme en ferme, en mine, en ville, en chemin de fer, en barrage, en route. La puissance américaine se construit par l'appropriation et la mise en valeur du territoire. Mais paradoxalement, c'est aussi cette conquête qui fait naître une volonté de protection. À mesure que les paysages sont transformés, certains Américains commencent à considérer que des espaces exceptionnels doivent être préservés. Yellowstone est créé en 1872 et devient le premier parc national au monde. Le geste est fondateur. Une partie du territoire est retirée de l'exploitation ordinaire pour être protégée et transmise. Ce modèle des parcs nationaux occupe une place centrale dans l'imaginaire environnemental américain. Il repose sur l'idée qu'il existe une nature majestueuse, grandiose, presque sacrée, qu'il faut préserver pour la nation. Mais il faut déjà nuancer. Ces parcs ne sont pas des espaces vides. Leur création s'est souvent accompagnée de l'exclusion ou de la marginalisation de populations autochtones. La wilderness américaine est donc aussi une construction politique. On protège une nature que l'on présente comme sauvage, parfois après avoir effacé ceux qui y vivaient. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, deux grandes sensibilités environnementales se développent aux États-Unis. La première est la conservation. Elle considère qu'il faut gérer rationnellement les ressources naturelles pour les utiliser durablement. Il ne s'agit pas de laisser la nature totalement intacte, mais d'éviter le gaspillage. Cette approche est associée à la puissance publique, à l'expertise, à l'idée que l'État peut organiser l'usage des forêts, de l'eau, des sols. La seconde est la préservation. Elle insiste davantage sur la valeur intrinsèque des espaces naturels, sur leur beauté, leur dimension spirituelle, leur protection contre l'exploitation. Cette sensibilité est souvent associée à la figure de John Muir et à la défense des grands espaces sauvages. Ces deux approches ne sont pas identiques. La conservation veut gérer pour utiliser. La préservation veut protéger contre l'usage destructeur. Cette tension traverse toute l'histoire environnementale américaine. Au XXe siècle, les États-Unis deviennent la première grande puissance industrielle et économique mondiale. Leur mode de développement repose sur l'abondance énergétique, charbon, pétrole, gaz, électricité, automobile, aviation, consommation de masse, urbanisation, agriculture mécanisée, industrie chimique. L'environnement est alors profondément transformé. Les grandes plaines agricoles sont mises en culture intensive. Les fleuves sont aménagés, les barrages se multiplient, les villes s'étendent, les autoroutes structurent le territoire. Les banlieues pavillonnaires favorisent la dépendance à la voiture. Les hydrocarbures deviennent centraux dans la puissance américaine. Cette puissance a un coût environnemental considérable. Les États-Unis sont le pays qui a historiquement émis le plus de CO2 depuis le début de l'industrialisation. Ils restent aussi l'un des plus grands émetteurs actuels de gaz à effet de serre et l'un des acteurs majeurs du système énergétique mondial. L'Energy Information Administration américaine indiquait que les États-Unis ont produit en 2023 plus de pétrole brut que n'importe quel pays à n'importe quel moment de l'histoire, avec une moyenne de 12,9 millions de barils par jour. Cette donnée illustre la contradiction centrale. Les États-Unis peuvent parler de transition énergétique tout en restant une superpuissance fossile.
Mais l'histoire américaine ne se réduit pas à l'exploitation. À partir des années 1960 et 1970, l'environnement devient un grand sujet politique national. Les pollutions visibles, les marées noires, le smog urbain, les inquiétudes sanitaires, les mobilisations citoyennes transforment le débat public. En 1962, le livre Silent Spring de Rachel Carson joue un rôle important dans la prise de conscience des effets des pesticides. En 1970, le premier Earth Day mobilise des millions d'Américains. La même année, le National Environmental Policy Act entre en vigueur et l'Environmental Protection Agency, l'EPI, est créé. C'est un moment fondamental. L'environnement devient une politique publique fédérale. Le Clean Air Act de 1970 renforce fortement le rôle du gouvernement fédéral dans la lutte contre la pollution de l'air. L'État fédéral fixe des normes, surveille, régule, impose des limites. C'est une période où la protection environnementale bénéficie encore d'un certain consensus politique, y compris sous une administration républicaine, celle de Richard Nixon. Mais ce consensus va progressivement se fragiliser. Aux États-Unis, l'environnement est inséparable du fédéralisme. Le pays est organisé entre un État fédéral et 50 États fédérés qui disposent de compétences importantes. Cela produit une situation très particulière. La politique environnementale américaine n'est jamais seulement décidée à Washington. Quand l'État fédéral renforce les normes, certains États et certaines entreprises peuvent résister. Quand l'État fédéral se retire, certains États peuvent continuer à agir. La Californie est l'exemple le plus connu. Par son poids démographique, économique et technologique, elle peut influencer les normes nationales, notamment dans les domaines de la qualité de l'air, de l'automobile, des énergies renouvelables et du climat. Son programme de marché carbone, aujourd'hui appelé Cap and Invest, fait partie de sa stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela signifie qu'il n'y a pas une seule politique environnementale américaine. Il y en a plusieurs, parfois convergentes, parfois opposées. Le Texas, par exemple, est un grand État pétrolier et gazier, mais aussi un acteur important de l'éolien. La Californie défend des politiques climatiques ambitieuses, mais elle reste marquée par l'automobile, les incendies, les tensions sur l'eau, les inégalités environnementales. Des villes comme New York, Los Angeles ou Seattle peuvent mener des politiques climatiques locales, tandis que certains États contestent les réglementations fédérales. Les acteurs sont donc multiples. Il y a l'État fédéral avec le président, le Congrès, les agences comme l'EPA, les tribunaux. Il y a les États fédérés qui peuvent renforcer ou contester les normes. Il y a les entreprises fossiles, les compagnies automobiles, les firmes technologiques, les acteurs de la finance, les producteurs d'énergie renouvelables. Il y a les ONG environnementales, les associations locales, les communautés autochtones, les mouvements de justice environnementale. Il y a aussi les citoyens, les consommateurs, les électeurs, dont les attentes sont contradictoires. La justice environnementale est un point essentiel. Aux États-Unis, les populations les plus pauvres et les minorités raciales sont souvent davantage exposées aux pollutions, aux sites industriels, aux infrastructures dangereuses, aux risques climatiques. L'environnement n'est donc pas seulement une question de nature sauvage ou de parcs nationaux, c'est aussi une question d'inégalité sociale et raciale. Qui respire l'air le plus pollué? Qui vit près des usines? Qui subit les inondations? Qui peut s'assurer, déménager, se protéger? Qui bénéficie des emplois de la transition énergétique? Cette dimension sociale est indispensable pour éviter une vision trop romantique de l'environnement américain. À l'échelle internationale, les contradictions sont encore plus visibles. Les États-Unis ont joué un rôle majeur dans la construction de la gouvernance environnementale mondiale. Ils disposent de scientifiques, de diplomates, d'entreprises, d'ONG et de moyens financiers considérables. Leur participation ou leur retrait peut influencer l'ensemble des négociations climatiques. Quand les États-Unis s'engagent, ils peuvent entraîner d'autres acteurs. Quand ils se retirent, ils affaiblissent la confiance internationale. Mais leur position est instable. Ils signent le protocole de Kyoto en 1997, mais ne le ratifieront pas. Sous Barack Obama, ils jouent un rôle important dans la dynamique qui mène à l'accord de Paris en 2015. Sous Donald Trump, ils annoncent leur retrait de l'accord. Sous Joe Biden, ils y reviennent en 2021. Puis, lors du second mandat de Donald Trump, les États-Unis notifient de nouveau leur retrait, devenu effectif le 27 janvier 2026 selon la collection des traités des Nations Unies. Cette alternance est très importante pour le BAC. Elle montre que le leadership environnemental américain est contesté non seulement par les autres puissances, mais aussi de l'intérieur. Les États-Unis peuvent être leaders scientifiques, économiques et diplomatiques, puis se retirer politiquement selon les changements d'administration. Cette instabilité fragilise la crédibilité du pays dans les négociations internationales. Mais, là encore, il faut nuancer.
Le retrait fédéral ne signifie pas que tous les acteurs américains cessent d'agir. Des États fédérés, des villes, des entreprises, des universités, des ONG peuvent continuer à s'engager. C'est l'une des particularités américaines. L'action internationale ne passe pas seulement par Washington. Des réseaux d'États et de villes peuvent maintenir une forme de diplomatie climatique parallèle ou complémentaire. Il n'empêche que l'État fédéral reste central. Dans les négociations internationales, ce sont les États qui signent les accords. Ce sont eux qui financent ou non les mécanismes climatiques. Ce sont eux qui présentent des engagements nationaux. Ce sont eux qui peuvent imposer des normes à l'échelle du pays. Les acteurs subnationaux sont importants, mais ils ne remplacent pas totalement la puissance fédérale. Les États-Unis illustrent donc une tension majeure. L'environnement est à la fois un enjeu de puissance et un enjeu de division. Puissance, parce que maîtriser l'énergie, les technologies vertes, les normes environnementales, les marchés du carbone, les financements climatiques et l'innovation peut donner un avantage stratégique. Une puissance qui domine les batteries, les véhicules électriques, les logiciels de gestion énergétique, les énergies renouvelables, le nucléaire avancé ou la capture du carbone peut peser dans l'économie mondiale. Division, parce que la transition environnementale redistribue les intérêts. Les régions charbonnières, pétrolières ou gazières craignent de perdre des emplois et des revenus. Les entreprises fossiles défendent leurs investissements. Les ménages peuvent redouter la hausse du prix de l'énergie. Les mouvements écologistes demandent des transformations rapides. Les tribunaux arbitrent des conflits de compétences. Les élections modifient brutalement les priorités. L'exemple américain montre aussi que la protection de l'environnement peut être patriotique. Protéger les grands parcs, défendre les paysages, garantir l'eau potable, limiter les pollutions, assurer l'indépendance énergétique par des technologies nationales, tout cela peut être présenté comme une défense de l'intérêt national. Mais l'environnement peut aussi être dénoncé comme une contrainte imposée par des élites, par l'État fédéral, par les organisations internationales ou par des concurrents étrangers. C'est pourquoi le discours environnemental américain oscille souvent entre deux imaginaires. D'un côté, la nature comme patrimoine national, comme grandeur américaine, comme espace à transmettre. De l'autre, la nature comme réserve de ressources, comme base de la prospérité, comme condition de l'indépendance énergétique. Ces deux imaginaires ne s'excluent pas toujours, ils coexistent, ils s'affrontent, ils structurent les choix politiques. Pour le bac, le sujet possible serait: la question environnementale aux États-Unis révèle-t-elle les contradictions de la puissance américaine? La réponse est clairement oui, mais il faut l'organiser. D'abord, les États-Unis sont une puissance d'exploitation. Leur territoire, leurs ressources, leur industrie, leur consommation et leur rôle dans les émissions historiques montrent que leur puissance s'est construite sur une transformation massive de l'environnement. Ensuite, ils sont aussi une puissance de protection. Yellowstone, les parcs nationaux, l'EPA, le Clean Air Act, les politiques californiennes, les ONG et les mobilisations citoyennes montrent une précocité et une richesse des réponses environnementales. Enfin, leur leadership est contesté et instable. À l'international, leurs changements de position sur le climat affaiblissent leur crédibilité. À l'intérieur, le fédéralisme, la polarisation politique et les conflits entre acteurs rendent la politique environnementale fragmentée. C'est cette nuance qu'il faut retenir. Les États-Unis ne sont pas seulement un pays pollueur, ni seulement un pays pionnier. Ils sont les deux à la fois. Ils ont contribué massivement à la crise environnementale, mais ils ont aussi produit des outils majeurs de protection. Ils restent un géant des énergies fossiles, mais ils sont aussi un centre d'innovation. Ils peuvent bloquer la coopération internationale, mais ils abritent des acteurs qui la soutiennent. Ils montrent que la question environnementale n'est jamais seulement écologique, elle est économique, sociale, institutionnelle, diplomatique et géopolitique. Pour conclure, retiens cette phrase. Les États-Unis incarnent la contradiction d'une puissance qui a très tôt voulu protéger la nature, tout en construisant sa prospérité sur l'exploitation massive des milieux et des ressources. Et garde surtout cette idée: la question environnementale américaine est un miroir de la puissance américaine elle-même, capable d'innover et de protéger, mais profondément divisée sur les limites à imposer à son propre modèle. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.